Il y a un moment qui arrive pour nous tous. Vous passez une journée parfaitement normale, peut-être même agréable, quand quelqu'un dit quelque chose. Un commentaire, un regard, un simple geste de dédain. Et soudain, tout votre univers bascule. Votre cœur s'emballe, votre esprit s'emballe. Et ce matin paisible que vous saviez si agréable il y a quelques instants, vous paraît déjà un lointain souvenir. La tempête est arrivée, et elle n'a même pas eu besoin de tonnerre pour se faire entendre. C'est la tragédie cachée de la vie moderne. Nous sommes devenus des prisonniers émotionnels, captifs, non pas de chaînes ou de murs, mais de nos propres réactions aux paroles et aux actes des autres. Nous avons confié la télécommande de notre paix intérieure à des parfaits inconnus, à des collègues, à des membres de la famille qui ne réalisent peut-être même pas le pouvoir qu'ils exercent sur notre bonheur. Mais que vous dirais-je s'il existait une issue? Et s'il existait un système ancestral, éprouvé autant par des empereurs que par des esclaves, capable de vous rendre absolument inébranlable? Il y a 2000 ans, des philosophes comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque faisaient face aux mêmes tourments humains que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont découvert quelque chose de profond, 7 méthodes pratiques pour vous libérer de la tyrannie des émotions, autrui, et reprendre la souveraineté totale sur votre âme. Ce ne sont pas des platitudes réconfortantes, ni des astuces de développement personnel à la mode. Ce sont des principes éprouvés sur le champ de bataille qui ont guidé des empereurs romains à travers des guerres, aidé des esclaves à supporter des épreuves inimaginables et transformé des gens ordinaires en piliers une force inébranlable. Aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment les appliquer dans votre propre vie. La première méthode transformera complètement votre manière de vivre les frustrations quotidiennes. La seconde vous affranchira de l'épuisante habitude de constamment juger les autres. Lorsque nous atteindrons la 7e, vous comprendrez pourquoi certains semblent glisser à travers les tempêtes de la vie, tandis que d'autres y échouent constamment. La première méthode qui peut transformer votre relation quotidienne à la frustration consiste à apprendre à cultiver la volonté consciente. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive ou d'un abandon. Il s'agit d'opérer un virage fondamental qui transforme chaque obligation en choix, chaque fardeau en opportunité. Pensez à la dernière fois où vous êtes resté coincé dans un embouteillage. Quel était votre monologue intérieur? Probablement quelque chose comme « Je dois rester ici. C'est une perte de temps. Je devrais être ailleurs. » Maintenant, imaginez une autre réponse. Je choisis D. Utilisez ce temps pour écouter ce podcast que j'ai envie de découvrir. Je choisis de pratiquer des exercices de respiration. Je choisis d'appeler quelqu'un que j'aime. La différence n'est pas sémantique, elle est révolutionnaire. Lorsque Marc Aurèle écrivait « Accepte ce que le destin apporte et aime les gens que le destin met sur ta route », il ne prônait pas la passivité. Il révélait le secret de la véritable puissance. Le moment où vous cessez de combattre la réalité pour commencer à danser avec elle, vous récupérez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Ce principe transforme même les tâches les plus banales. Faire la vaisselle devient un acte de gratitude pour avoir de la nourriture à manger et une maison à entretenir. Un vol retardé devient un cadeau inattendu de temps pour lire, réfléchir ou échanger avec d'autres voyageurs. La clé réside dans le fait de relier chaque événement, agréable ou désagréable, à une vision plus large de votre vie. Voici ce que la plupart des gens oublient. Lorsque vous abordez la vie avec la volonté plutôt qu'avec la résistance, vous ne faites pas que réduire le stress. Vous augmentez réellement votre capacité à éprouver de la joie. La résistance crée une friction interne. La volonté crée un flux. Et, dans cet état de flux, la créativité émerge, les solutions apparaissent, et ce qui semblait être des obstacles se révèle être des tremplins. Essayez cet exercice simple. Pendant la semaine à venir, chaque fois que vous vous surprenez à penser « je dois », marquez une pause et reformulez en « je choisis de ». Eileen, je dois aller au travail devient « je choisis de contribuer avec mes talents et de gagner ma vie ». Je dois gérer cette personne difficile devient « je choisis de pratiquer la patience » et peut-être D.
apprendre quelque chose de nouveau sur la nature humaine. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est de l'aïkido psychologique. Vous ne changez pas les circonstances extérieures. Vous changez votre relation à celle-ci. Et cela change tout. La deuxième méthode consiste à assumer une autorité complète sur votre paysage émotionnel. C'est peut-être le concept le plus radical de toute la philosophie stoïcienne, et c'est celui qui offre la plus grande libération. Personne ne vous fait ressentir quoi que ce soit. Vous êtes l'unique auteur de votre expérience émotionnelle. Je sais que cela semble impossible lorsque vous êtes en pleine colère, parce que quelqu'un vient de vous couper la route, ou parce que un collègue a pris le crédit pour votre travail. Mais voici ce que les stoïciens comprenaient, et que la psychologie moderne commence à peine à saisir. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace réside votre liberté. Considérez vos émotions comme une chaîne stéréo. En ce moment, vous remettez probablement le contrôle du volume à tous ceux qui vous entourent. Le ton de voix de votre patron détermine votre niveau de stress. L'humeur de votre partenaire détermine votre bonheur. Votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux détermine votre sentiment de valeur personnelle. Vous avez essentiellement donné à chaque personne que vous rencontrez le pouvoir de DJ, votre expérience intérieure. Mais si vous repreniez ce contrôle, et si vous deveniez le maître de votre propre maison émotionnelle? Voici une technique pratique qui peut révolutionner votre expérience quotidienne. Lorsqu'une parole ou un acte survient et vous déclenche habituellement une réaction, prenez ce que j'appelle la pause de souveraineté. Avant de réagir, avant même d'interpréter ce qui vient de se passer, prenez 2 respirations conscientes et demandez-vous: quelle histoire est-ce que je me raconte à propos de cette situation? Est-ce que cette histoire me sert vraiment? Une grande partie de notre souffrance émotionnelle ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de la signification que nous attribuons à ce qui nous arrive. Votre collègue ne vous a pas mis en colère en arrivant en retard à la réunion. Vous avez choisi la colère comme réponse à son retard. Et si vous pouvez choisir la colère, vous pouvez choisir autre chose. Commencez à tenir ce que les stoïciens appelaient un journal de réflexion du soir. Chaque nuit, notez les moments où vous vous êtes senti émotionnellement pris en otage au cours de la journée. Ne vous jugez pas. Observez simplement. À 10 heures, je me suis senti frustré quand John m'a interrompu en réunion. À 14 heures, j'ai ressenti de l'anxiété quand mon patron m'a demandé de le rencontrer. Avec le temps, vous commencerez à repérer des schémas. Vous reconnaîtrez vos déclencheurs émotionnels avant qu'ils ne se manifestent pleinement. Cette conscience est le début de la liberté. Une fois que vous voyez que vous êtes celui qui attribue du sens aux événements, vous réalisez que vous pouvez attribuer un sens différent. La personne qui vous a coupé la route à l'épicerie ne vous manque pas de respect personnellement. Elle traverse peut-être la pire journée de sa vie. Le collègue qui semble désinvolte pourrait être en train de gérer des difficultés dont vous ne savez rien. Cela ne signifie pas devenir insensible ou faire semblant que les problèmes n'existent pas. Cela signifie devenir l'auteur conscient de vos réponses, plutôt que la victime inconsciente de vos réactions. La troisième méthode consiste à apprendre à suspendre vos jugements à l'égard des autres. Cette simple pratique peut éliminer 90% de vos irritations quotidiennes. Nous vivons dans un état constant d'évaluation, catégorisant chacun que nous rencontrons comme lent, incompétent, impoli ou inconsidéré. Mais chaque jugement est un petit acte de violence contre votre propre paix. Repensez à la dernière fois où vous étiez frustré par quelqu'un. Peut-être s'agissait-il d'un caissier qui prenait trop de temps, d'un conducteur qui roulait à la vitesse autorisée alors que vous étiez pressé, ou d'un collègue qui posait trop de questions en réunion. Dans chaque cas, vous avez fabriqué une histoire sur le caractère de cette personne à partir d'un fragment infime de son comportement. Mais voici ce que vous n'avez pas vu. Le caissier lent pourrait être nouveau et terrifié à elle. Idée de faire une erreur qui pourrait lui coûter son emploi. Le conducteur prudent pourrait être en train de transporter un enfant malade ou rentrer d'un enterrement. Le collègue qui pose des questions pourrait être le seul à avoir le courage de formuler la confusion que tout le monde ressent en silence. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient
La discipline du désir. Au lieu de vouloir immédiatement que les gens soient différents de ce qu'ils sont, ils apprenaient à travailler avec la réalité telle qu'elle se présente. Cela ne signifie pas accepter un comportement véritablement nuisible. Cela signifie reconnaître que la majorité de ce qui nous irrite, est que la condition humaine qui, exprime dans toute son imperfection. Voici un exercice transformateur. Pendant une semaine, chaque fois que vous surprenez en train de critiquer mentalement quelqu'un, faites une pause et imaginez 3 explications bienveillantes possibles pour son comportement. La personne qui marche lentement devant vous pourrait être âgée, blessée ou simplement en train de profiter d'une belle journée. Le collègue qui semble dispersé pourrait jongler avec une crise familiale ou être en train de faire son deuil. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est du réalisme psychologique. Vous ne savez pas vraiment pourquoi les gens font ce qu'ils font. Vos premières interprétations sont généralement basées davantage sur votre propre niveau de stress et votre histoire personnelle que sur une évaluation précise de leur caractère. Lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie mentale à juger les autres, quelque chose de remarquable se produit. Vous avez plus de bandes passantes pour la créativité, la résolution de problèmes et les connexions authentiques. Vous devenez plus agréable à fréquenter parce que vous ne diffusez pas constamment irritation et frustration. Marc Aurèle se rappelait chaque jour qu'il rencontrerait ingérence, ingratitude, insolence, déloyauté, malveillance et égoïsme. Mais il notait aussi que ces comportements naissent de l'ignorance du bien et du mal. Les gens ne cherchent pas à ruiner votre journée. Ils essaient simplement de naviguer dans leur propre vie compliquée, avec une information limitée et des compétences imparfaites. La 4e méthode consiste à vous libérer de l'illusion épuisante du contrôle. La plupart de notre souffrance provient de la tentative de gérer des choses qui échappent complètement à notre influence. Nous gaspillons d'énormes quantités d'énergie à essayer de contrôler la circulation, la météo, l'opinion des autres, les conditions économiques et le désordre général de l'existence humaine. Les stoïciens ont établi une distinction révolutionnaire entre ce que ils appelaient ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Qu'est-ce qui dépend de nous? Nos pensées, nos jugements, nos réactions et nos actions. Qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? À peu près tout le reste. Le comportement des autres, les catastrophes naturelles, les fluctuations économiques et le rythme de la circulation aux heures de pointe. Cela paraît simple, mais il faut complètement reprogrammer la façon dont la plupart d'entre nous abordent la vie quotidienne. Nous avons été conditionnés à croire que prendre soin de quelque chose revient à inquiéter sans cesse. Nous pensons que être responsable signifie essayer de contrôler des résultats qui sont largement hors de notre portée. Prenez exemple de entrepreneur qui perd le sommeil chaque nuit en inquiétant de état de économie, des actions de ses concurrents et des préférences de ses clients. Toutes ces préoccupations sont légitimes, mais s'en inquiéter est complètement contre-productif. L'économie fera ce qu'elle veut, peu importe l'angoisse que vous lui consacrez. Vos concurrents feront leurs mouvements, que vous en soyez préoccupé ou non. Mais voici ce qui est sous votre contrôle. La qualité de votre produit, le soin apporté au service client, votre réaction aux évolutions du marché et votre capacité à vous adapter et à innover. Lorsque vous concentrez votre énergie exclusivement sur ces facteurs contrôlables, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez plus efficace, plus créatif et beaucoup plus paisible. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé la préméditatio malorum. Imaginez les revers potentiels avant qu'ils ne surviennent. Commencez chaque journée en vous demandant quels aspects des défis au jour 8 sont vraiment sous mon influence? Lorsque vous surprenez votre esprit à se disperser vers des inquiétudes concernant des facteurs incontrôlables, ramenez-le doucement vers ce que vous pouvez réellement changer. Cette pratique ne vous rend pas passif ou indifférent. Elle vous rend stratégiquement concentré. Au lieu de disperser votre attention sur 1000 variables que vous ne pouvez influencer, vous concentrez toute votre force sur la poignée de choses que vous pouvez réellement changer. La 5e méthode consiste à apprendre à célébrer l'imperfection inhérente au monde.
Une des principales sources de frustration quotidienne est notre attente inconsciente que la vie devrait se dérouler sans accroc. Nous nous énervons lorsque la technologie fait défaut, nous nous irritons quand les gens commettent des erreurs, et nous nous stressons lorsque les plans ne se déroulent pas exactement comme imaginé. Et si l'imperfection n'était pas un défaut du système? Et si c'était une caractéristique? Pensez aux personnes les plus intéressantes que vous connaissez. Ce ne sont pas celles qui ont eu une vie parfaite. Ce sont celles qui ont appris à danser avec l'incertitude, qui ont développé leur résilience en affrontant des défis, qui ont découvert des forces insoupçonnées parce que les circonstances difficiles l'exigeaient. Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant qu'il rencontrerait des personnes, tractation, ingratitude, insolence, déloyauté, malveillance et égoïsme. Mais au lieu d'être découragé par cette perspective, il se préparait à réagir avec patience et compréhension. Il savait que attendre la perfection un monde imparfait était une recette pour une déception constante. Voici un exercice pratique qui peut transformer votre expérience quotidienne. Commencez chaque matin en vous préparant mentalement à 3 petits incidents qui vont mal tourner. Votre café pourrait être froid. La circulation pourrait être plus dense que prévu. Un collègue pourrait être de mauvaise humeur. Lorsque vous attendez ces petites perturbations, elles perdent leur pouvoir de dérober votre paix. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. L'imperfection est l'état naturel de tous les systèmes humains. La technologie tombe en panne. Les gens font des erreurs. La météo ne collabore pas toujours avec nos projets. Lorsque vous n'êtes plus surpris par ces occurrences normales, vous cessez de gaspiller de l'énergie émotionnelle à leur sujet. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. L'imperfection est souvent le lieu où la croissance se produit. La présentation sabotée par des problèmes techniques vous oblige à développer de meilleures compétences d'improvisation. Le collègue qui remet en question vos idées vous aide à affiner votre réflexion. Le retard inattendu qui semble ruiner votre emploi du temps pourrait vous éviter une erreur coûteuse. Dans la philosophie japonaise, il existe un concept appelé wabi-sabi. Trouvez la beauté dans L, imperfection, et L, impermanence. La fissure dans le bol en céramique ne le gâche pas. Elle crée un motif unique qui raconte une histoire. Votre vie imparfaite, avec tous ses ratés et ses irrégularités, N, n'est pas une version défectueuse de L, existence parfaite de quelque chose d'autre. C'est votre chef-d'œuvre unique en cours de réalisation. La 6e méthode consiste à maîtriser l'art de la non-réaction. C est peut-être la compétence la plus utile que vous puissiez développer dans notre monde hyperconnecté et instantanément réactif. Chaque jour, vous êtes confronté à des dizaines d'occasions de vous sentir offensé, d'escalader des conflits ou de vous engager dans des drames inutiles. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous économisez une précieuse énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Sénèque observait que le meilleur remède contre la colère est le retard. À l'ère de la communication instantanée, cette sagesse est plus pertinente que jamais. Combien de relations ont été endommagées par des emails envoyés sous le coup de la colère? Combien d'opportunités ont été perdues parce que quelqu'un N n'a pas pu résister à L envie avoir le dernier mot dans une dispute? La non-réaction ne signifie pas devenir un paillasson ou éviter d'aborder des problèmes légitimes. Cela signifie créer de LA espace entre la provocation et la réponse, afin de pouvoir choisir vos actions consciemment, plutôt que de réagir impulsivement. Voici une histoire qui illustre ce principe. Un cadre supérieur connu pour son calme en toutes circonstances, même lors des réunions les plus tendues, expliquait son secret. Il avait une règle simple: ne jamais répondre immédiatement aux critiques ou aux provocations. Il se contentait de dire « Merci pour votre retour. Laissez-moi y réfléchir et je reviendrai vers vous. » Cette simple phrase accomplissait plusieurs choses. Elle reconnaissait l'autre personne sans être d'accord ni en désaccord. Elle l'empêchait de dire quelque chose qu'il pourrait regretter. Et elle lui donnait le temps de formuler une réponse réfléchie, plutôt qu'une réaction émotive.
La plupart des gens qui cherchent à vous provoquer veulent une réaction. Ils veulent vous voir perdre votre sang-froid, parce que cela leur donne, l'impression d'avoir du pouvoir. Lorsque vous refusez de leur donner cette satisfaction, vous préservez votre dignité et, souvent, désamorcez toute la situation. Considérez la non-réaction comme de l'aïkido émotionnel. Au lieu de répondre à l'agression par une contre-agression, vous redirigez l'énergie de manière à neutraliser l'attaque. Un collègue vous lance une pique sur votre travail. Au lieu de vous défendre ou de riposter, vous pourriez dire « Je vois que vous avez des réserves sur cette approche. Que suggéreriez-vous plus précisément ?» Cette réponse accomplit plusieurs choses. Elle refuse de mordre à l'hameçon de l'attaque personnelle. Elle réoriente la conversation vers la recherche de solutions. Et elle remet la charge une contribution constructive à la personne à origine de la critique. Les stoïciens disaient « Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. » Chaque fois que vous réagissez émotionnellement aux actions d'autrui, vous leur donnez en fait le contrôle de votre état intérieur. Vous leur louez un logement gratuit dans votre tête. Pratiquez ceci. La prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose qui vous déclencherait normalement, prenez 2 profondes respirations et répondez avec curiosité plutôt que avec défensive. Est intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus sur les raisons pour lesquelles vous voyez les choses ainsi? Vous serez étonné de voir à quel point des attaques apparentes se transforment souvent en discussions authentiques lorsque vous refusez de monter le ton. La 7e et dernière méthode consiste à découvrir la joie par l'altruisme et le pardon. Cela peut sembler contre-intuitif lorsqu'on parle de se protéger de l'impact émotionnel des autres. Mais voici ce que les stoïciens comprenaient. Lorsque votre esprit est plus accaparé par des émotions réactives, vous avez de la place pour quelque chose de bien plus gratifiant. Les neurosciences modernes confirment ce que les philosophes anciens savaient intuitivement. Les actes de bonté entraînent des changements mesurables dans la chimie cérébrale. Lorsque vous aidez les autres, votre cerveau libère de l'ocytocine, de la sérotonine et de la dopamine. Les mêmes substances que des médicaments coûteux tentent de stimuler artificiellement. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous choisissez la compassion plutôt que la rétorsion, vous ne vous contentez pas d'être gentil. Vous vous démontrez à vous-même que vous êtes totalement souverain sur vos réactions. Vous prouvez que les circonstances extérieures ne dictent pas votre caractère. Prenons un exemple concret. Une cadre avait une collègue qui la sabotait constamment en réunion, s'attribuait le mérite de ses idées et répandait des commérages négatifs sur son travail. La réaction typique aurait été de riposter, de documenter chaque offense, de bâtir un dossier pour se venger. Au lieu de cela, elle découvrit que cette collègue traversait des difficultés financières, que son enfant avait des besoins spéciaux exigeant des soins coûteux, et qu'elle était terrifiée de perdre son emploi. Non seulement son comportement envers elle changea complètement, mais la dynamique de toute l'équipe s'améliora. Plus importante encore, elle se sentit sincèrement fière de la manière dont elle avait géré la situation. Elle avait réagi depuis son « moi » le plus élevé, plutôt que depuis son « moi » réactif. Cela ne signifie pas être naïve face à un comportement toxique ou se priver de se protéger d'un véritable préjudice. Cela signifie reconnaître que le pardon est d'abord un cadeau que vous vous faites à vous-même. Lorsque vous vous accrochez à la rancune, vous permettez à quelqu'un qui vous a déjà blessé de continuer à vous nuire à travers votre propre remémoration mentale de offense. Sénèque écrivait « Là où il y a un être humain, il y a une occasion de faire preuve de bonté. » Ce n'est pas seulement une belle philosophie, c'est une psychologie pratique. Lorsque vous cherchez des occasions d'être utile plutôt que des raisons d'être offensé, vous voyez littéralement un monde différent. Voici un exercice qui peut transformer votre quotidien. Chaque matin, fixez-vous, intention, de trouver au moins une manière de rendre la journée de quelqu'un un peu meilleure. Tenez la porte. Complimentez sincèrement le travail de quelqu'un. Écoutez attentivement quand quelqu'un vous parle. Ou simplement souriez à un inconnu qui semble stressé. Ces petits actes de bonté créent une boucle de rétroaction positive.
Lorsque vous êtes tourné vers le don plutôt que la demande, vers la contribution plutôt que la compétition, vous devenez naturellement moins réactif aux humeurs et aux comportements des autres. Vous jouez un tout autre jeu. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration, prenons du recul pour voir comment ces 7 méthodes fonctionnent ensemble pour créer ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, la tranquillité inébranlable. Chaque principe renforce les autres, formant un système global de liberté psychologique. Lorsque vous cultivez la volonté consciente, vous cessez de lutter contre la réalité et commencez à travailler avec elle. Lorsque vous assumez l'autorité sur vos émotions, vous reprenez votre pouvoir à ceux qui vous déclenchaient auparavant. Lorsque vous suspendez votre jugement sur les autres, vous libérez de l'énergie mentale pour la créativité et la résolution de problèmes. Lorsque vous vous libérez de l'illusion du contrôle, vous concentrez vos efforts là où ils peuvent réellement faire la différence. Lorsque vous embrassez l'imperfection, vous cessez d'être déçu par la normalité du désordre humain. Lorsque vous maîtrisez la non-réaction, vous préservez votre sang-froid et votre dignité, quoi que fassent les autres. Et lorsque vous trouvez la joie dans l'altruisme et le pardon, vous découvrez que le vrai bonheur ne vient pas d'obtenir ce que vous voulez des autres, mais de donner le meilleur de vous-même au monde. Ce ne sont pas des concepts théoriques à admirer de loin. Ce sont des outils pratiques à utiliser au quotidien, dans les moments ordinaires où le caractère se forge réellement. L'embouteillage, où vous choisissez la patience plutôt que la frustration. La conversation difficile où vous choisissez la curiosité plutôt que la défensive. Le moment où quelqu'un vous traite mal et où vous choisissez la compassion plutôt que la rétorsion. Chaque fois que vous appliquez ces principes, vous n'améliorez pas seulement votre journée. Vous reconfigurez littéralement votre cerveau, créant de nouvelles voies neuronales qui font de la sagesse et de la tranquillité vos réponses par défaut, plutôt que des exceptions rares. Les anciens stoïciens croyaient que la philosophie n'était pas faite pour être étudiée en vase clos, mais pour être pratiquée dans l'arène de la vie quotidienne. Ils comprenaient que la véritable sagesse ne se mesure pas à ce que vous savez, mais à la façon dont vous réagissez lorsque la vie vous met à l'épreuve. Aujourd'hui, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à laisser l'humeur, les opinions et les comportements des autres dicter votre expérience intérieure. Ou vous pouvez commencer la pratique qui vous rendra réellement inébranlable. Non pas parce que vous êtes indifférent au monde qui vous entoure, mais parce que vous aurez appris à répondre à ce monde depuis un lieu de force, de sagesse et de choix conscient. Le chemin commence par un seul pas. Choisissez l'une de ces 7 méthodes et engagez-vous à la pratiquer pendant la semaine à venir. Observez ce qui change. Faites attention à la sensation différente que vous éprouvez lorsque vous répondez depuis la sagesse, plutôt que de réagir depuis l'émotion. Votre futur moi, celui qui n'est plus perturbé par chaque commentaire critique, chaque retard, chaque défi inattendu, vous attend pour commencer cette pratique. Les outils sont entre vos mains. La seule question est de savoir si vous allez les utiliser.